Avant, je pensais que la gentillesse finissait toujours par payer. Que si on donnait suffisamment de soi-même aux gens, ils le verraient. Ils l'apprécieraient. C'était avant la baby shower de ma sœur. Avant de me tenir au milieu d'un salon inondé de soleil, tenant une boîte pour laquelle j'avais passé des semaines à planifier et à économiser, et de la regarder la transformer en blague devant tout le monde. J'avais mis de vrais efforts dans cette boîte. Pas seulement de l'argent, mais du temps et de la réflexion. Un service de sage-femme prépayé avec des critiques élogieuses parce que je savais à quel point elle était angoissée par le système hospitalier. Un abonnement d'1 an à des couches parce que ces trucs s'accumulent vite et je me suis dit qu'elle voudrait se concentrer sur le bébé, pas sur les courses. Et $3000 directement pris sur mes économies pour qu'elle n'ait pas à se soucier du travail tout de suite. J'avais même tapissé la boîte avec un linge doux en mousseline, plié parfaitement comme sur une photo Pinterest. C'était tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi quand je traversais une période difficile. Quand je lui ai tendu, la pièce s'est tue. Tout le monde regardait, nos cousins, ses amis, même nos parents, qui faisaient semblant de ne pas prendre parti. Elle a ouvert la boîte, a regardé chaque article lentement, puis elle l'a dit. « Tu essaies d'acheter ton entrée dans ma vie ?» Juste comme ça, assez fort pour que toute la pièce entende. Puis elle a ri, et les autres aussi. Même ma mère a gloussé dans son verre. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste regardé autour de moi en essayant de trouver quelqu'un qui semblait mal à l'aise, mais personne ne l'était. Alors, je me suis avancé, j'ai repris la boîte, j'ai souri et j'ai dit, je suppose que j'ai trop payé. 10 minutes plus tard, pendant qu'elle discutait avec quelqu'un des couleurs de peinture pour la chambre d'enfant, son téléphone a vibré 1 fois, 2 fois, puis encore plusieurs fois. Je l'ai vu le prendre. Son visage a changé. Elle a semblé confuse au début, puis irritée. J'étais déjà sorti à ce moment-là, j'étais monté dans ma voiture et j'avais ouvert l'application, annulé la réservation de la sage-femme, fermé le compte de couche, transféré l'argent. Puis j'ai ouvert l'autre application et annulé également les paiements du loyer. Elle vivait dans l'appartement que je l'avais aidé à obtenir. Mon nom était sur le bail. Je couvrais la moitié du loyer parce qu'elle disait que son petit ami était toujours entre 2 emplois. Ils l'étaient tous les deux, techniquement. Quand je suis rentré à la maison, elle m'avait envoyé des textos 3 fois, puis appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je savais ce qui allait arriver. Ce soir-là, ma mère a appelé. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Elle s'est juste lancée dans le fait que j'avais embarrassé ma sœur et que les événements familiaux importants n'étaient pas le moment d'agir de manière mesquine. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute auparavant. Que j'en avais fini avec tout ça. Elle n'a pas répondu tout de suite, elle a juste raccroché. Je suis resté éveillé cette nuit-là à faire défiler des photos sur mon téléphone, anniversaire, fête, jour de déménagement. J'ai vu combien de fois j'étais là en arrière-plan, à aider, à sourire, à conduire un camion, à payer des pizzas, à regarder les autres ouvrir des cadeaux que j'avais payés, toujours celui qui aide, celui qui se présente. Mais plus maintenant. C'était le début. Je ne le savais pas complètement à ce moment-là, mais cette nuit-là a planté la graine que quelque chose en moi avait changé de façon permanente. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'en avais juste fini. Et en avoir fini, il s'avère, n'était que le début. Le problème avec le fait de brûler des ponts, c'est que les gens ne le remarquent que lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus les traverser. 3 jours après la baby shower, mon père s'est présenté à ma porte. Pas de texto, pas d'avertissement, juste le coup lourd de son poing sur le bois et le poids de quelqu'un qui pense que le silence est une forme d'agression. J'ai ouvert la porte et il est entré comme si je lui devais encore un loyer. Il n'a pas regardé autour de lui, n'a fait aucun commentaire sur l'endroit, s'est juste tenu au milieu de mon salon, les bras croisés, et a demandé ce que diable je pensais faire. Pas « comment vas-tu » ou « parlons-en » directement au but comme si j'étais un problème à résoudre. Je l'ai laissé parler. Il a continué sur le thème de la famille et de la loyauté, comment j'avais humilié ma sœur à sa baby shower, comment elle avait pleuré pendant des heures après mon départ, que j'étais cruel, que les femmes enceintes sont hormonales, et que j'aurais dû avoir le bon sens de le savoir, que le bébé n'y était pour rien, que mes actions étaient disproportionnées. Je l'ai juste regardé fixement. C'était surréaliste. C'était le même homme qui avait l'habitude de me laisser attendre devant mon école quand j'avais 10 ans parce qu'il avait oublié quel jour il était censé venir me chercher, le même homme qui n'était pas venu à l'hôpital quand j'ai eu un accident de voiture à l'université parce qu'il avait une affaire de travail. Alors,
je lui ai demandé calmement, à quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour moi sans qu'on te le demande? Il n'a pas répondu. Il est resté là comme si j'avais parlé dans une autre langue. Puis, il m'a dit de ne pas être dramatique et a dit quelque chose à propos du fait que les gens commencent à parler, comme si l'opinion publique était le problème. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Il n'est pas parti tout de suite, mais finalement il a compris le message. Ce soir-là, je l'ai bloqué, lui aussi. Les retombées sont arrivées rapidement. D'abord, c'est un cousin qui a pris contact, essayant d'agir de manière désinvolte mais cherchant clairement des détails. Ensuite, un vieil ami de la famille m'a envoyé un long message sur la puissance du pardon et sur le fait que je ne devrais pas gâcher des relations à cause de malentendus. Il était évident que ma sœur avait déjà commencé à raconter sa version des faits. Dans sa version, j'étais froid et imprévisible, un frère amer qui s'en prenait aux autres parce que le monde ne tournait pas autour de lui. Elle se faisait passer pour la victime, une femme enceinte harcelée par sa propre chair et son propre sang. L'ironie? Personne ne m'avait posé une seule question. Personne ne voulait savoir ce qui avait conduit à ce moment. Ils ont juste pris sa parole et l'ont suivi. Alors, j'ai pris une décision. J'ai cessé de répondre à qui que ce soit. S'ils voulaient croire que j'étais le méchant, très bien. Qu'ils le croient. Je me suis engouffré dedans. Plus de prêts d'urgence. Plus de trajets à travers la ville pour réparer quelque chose que quelqu'un d'autre avait cassé. Plus être celui sur qui on se rabat. Je n'ai pas seulement arrêté de les aider. J'ai cessé d'être disponible pour qui que ce soit au travail. Les gens l'ont remarqué. J'ai arrêté de rester tard. J'ai arrêté de remplacer les collègues qui se présentaient avec la gueule de bois. J'ai arrêté d'organiser les déjeuners d'anniversaire. Un gars a plaisanté en disant que je faisais une crise de la quarantaine. Un autre a dit que je semblais plus froid. Il n'avait pas tort. J'ai commencé petit. J'ai ignoré un texto d'un ami qui me demandait de l'aider à déménager, puis j'ai refusé une invitation à un anniversaire auquel je serais normalement allé par obligation. J'ai annulé le voyage que j'avais prévu avec quelqu'un qui oubliait toujours son portefeuille. J'ai cessé de suivre des gens, j'ai supprimé des numéros. Chaque fois que je le faisais, c'était plus facile, plus propre, et puis, de nulle part, le bébé est arrivé en avance. Je ne l'ai pas appris par ma sœur, ni par ma mère, ni par mon père. Je l'ai découvert parce que ma tante a posté une photo sur Facebook et a tagué ma sœur. Une photo granuleuse d'une chambre d'hôpital. Un nouveau-né emmailloté en bleu pâle. La légende disait quelque chose comme « Bienvenue dans le monde, petit miracle ». Je n'ai rien ressenti. Pas de pincement au cœur, pas de remords, juste une certitude tranquille. Il ne voulait pas de moi là-bas, alors je suis resté à l'écart. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis est venu un message vocal. Puis un autre. Au 5e, j'ai finalement écouté. Sa voix était tendue, essayant de paraître calme, mais je pouvais entendre le bord. Elle a dit qu'on devait parler, qu'il y avait des choses qu'on devait éclaircir, qu'il était temps de laisser tout ça derrière nous. Je ne l'ai pas rappelé. Puis est venu le message du petit ami de ma sœur. Il était court, agressif. Il a dit que si je ne me bougeais pas et ne faisais pas ce qu'il fallait, il s'assurerait que je ne puisse plus me montrer à un événement familial sans que les gens sachent quel genre de personne j'étais vraiment, que j'étais égoïste, vengeur, un lâche. J'ai sauvegardé le message, je n'ai pas répondu, mais je savais ce qui allait suivre. Il n'en avait pas fini. Loin de là. Une semaine après la naissance du bébé, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie lettre. Pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit à la main, presque tremblant, comme si quelqu'un l'avait fait à la hâte ou avec trop d'émotion derrière. À l'intérieur, il y avait une photo imprimée du bébé. Pas de note, pas d'explication, juste la photo. Je l'ai regardée pendant 1 minute, puis je l'ai glissée à la poubelle sans l'ouvrir. Cela peut sembler froid, mais à ce moment-là, j'avais déjà accepté ce que c'était. Pas une dispute familiale, pas un malentendu. C'était la guerre, et elle avait des règles auxquelles je n'avais jamais joué auparavant. Un jour plus tard, quelqu'un a essayé de se connecter à l'un de mes comptes. J'ai reçu un courriel de réinitialisation de mots de passe de ma banque, puis de mon Netflix, puis de mon Amazon. Mon hypothèse? Ma sœur ou son petit ami, ou peut-être même l'un des cousins, quelqu'un qui avait eu accès à mon Wi-Fi une fois ou qui avait emprunté mon téléphone à un moment donné.
J'ai passé la nuit à tout verrouiller, nouveau mot de passe, authentification à 2 facteurs. J'ai même appelé la banque pour mettre un drapeau sur mon compte. Ce n'était pas de la paranoïa. Il jouait déjà sale. Quelques jours après cela, mon propriétaire m'a envoyé un texto. Il a dit qu'il avait reçu un appel de quelqu'un prétendant être moi, lui demandant les conditions de mon bail. Quand il n'a pas voulu donner d'informations, ils ont essayé de se renseigner sur la sous-location. Ils ont même demandé si quelqu'un d'autre pouvait emménager, en utilisant mon nom. Je lui ai dit de l'ignorer, je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai ajouté une autre serrure à ma porte d'entrée ce soir-là. Puis est venu le vrai coup dur, mon travail. J'ai été convoqué aux ressources humaines un mardi. Ils avaient reçu un courriel anonyme affirmant que j'avais des problèmes de colère, que j'avais proféré des menaces contre ma famille et que quelqu'un craignait que j'agisse mal au travail. C'était plein d'accusations vagues. Rien de précis, rien de concret, mais juste assez pour que l'entreprise se couvre. Je n'ai pas été suspendu ou renvoyé, juste reçu, mais le mal était fait. Les gens au bureau ont commencé à me traiter différemment, comme si je pouvais craquer à tout moment, comme si je n'étais plus le type qui organisait les tombolas caritatives et les ventes de pâtisseries. J'étais maintenant le type avec des problèmes. Je savais d'où ça venait. Je savais que c'était délibéré. Ma sœur n'était pas seulement blessée. Elle voulait me détruire. Alors, j'ai décidé quelque chose. Je n'allais plus jouer en défense. J'en avais assez d'être acculé. Ce week-end-là, je suis allé en voiture à l'appartement où ma sœur et son petit ami séjournaient. Je n'ai pas frappé. Je ne suis même pas sorti de la voiture. Je me suis garé en face et je suis resté assis là pendant 10 minutes à regarder. Quand je suis rentré chez moi, j'ai sorti les documents du bail, ceux que j'avais signés, ceux où mon nom figurait encore sur la propriété. J'ai passé quelques coups de fil, j'ai commencé les démarches pour me retirer du bail. Je n'étais pas seulement en train de les couper financièrement. J'effaçais la partie de ma vie où ils existaient même. Puis j'ai sorti un vieux disque dur rempli de photos, de documents, de fichiers de sauvegarde, d'années d'anniversaire, de textos, de captures d'écran. J'ai commencé à tout organiser, non pas parce que j'avais besoin de preuves de quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. J'étais le seul à avoir gardé des traces. Ils comptaient sur l'hypothèse que je serais toujours le gars discret et généreux. Plus maintenant. La nuit où j'ai déposé la cessation officielle de mes liens financiers avec eux, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, il n'y avait pas de texto, pas d'appel, pas de courriel, juste le silence. Mais ce n'était pas la paix parce qu'ils n'en avaient pas fini. Et la prochaine fois qu'ils s'en prendraient à moi, ils ne viendraient pas en silence. Ce n'était pas subtil. Je suis sorti du travail et j'ai vu que la lunette arrière de ma voiture était brisée. Du verre partout. Rien de volé. Pas même mon sac de sport ou la monnaie qui traînait dans la console. Juste de la destruction pour le plaisir. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être aléatoire jusqu'à ce que je voie le papier glisser sous l'essuie-glace. Imprimé, pas écrit à la main. Pas de signature. Pas de tâche. Tu peux faire comme si on n'existait pas, mais on est toujours ta famille. Ce bébé est toujours ton sang. Grandis. Je suis resté là à le regarder fixement pendant que le reste du parking bourdonnait autour de moi comme si de rien n'était. C'est là que ça m'a finalement frappé. Ils n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit. Ils essayaient de me faire peur. Alors, je n'ai pas réagi. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai envoyé de texto à personne. J'ai déposé le rapport de police comme je devais le faire. J'en ai gardé une copie pour moi au cas où. L'agent qui l'a pris m'a demandé si j'avais des ennemis. J'ai dit non. Il m'a regardé comme si je mentais. Le lendemain matin, j'ai commandé une dashcam, haut de gamme, activée par le mouvement, couverture complète, batterie de secours. Je l'ai installée moi-même. Puis j'ai demandé à mon propriétaire s'il était possible d'améliorer les serrures de ma porte et j'ai installé une caméra Ring pour le couloir. Ce week-end-là, le local de courrier de mon immeuble a été touché. Des colis déchirés, des lettres éparpillées. Rien ne manquait, juste le chaos. Les affaires de mon voisin étaient intactes. Mon courrier était le seul à être jeté par terre. La moitié piétinée. Une carte d'un client, une facture d'énergie et une enveloppe sans adresse de retour qui disait simplement « La famille n'abandonne pas ». Pourquoi toi ? Je l'ai sauvegardé,
j'ai tout consigné dans un dossier sur mon ordinateur, photos, messages, dates, heures, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais être prêt à affronter ce qui allait suivre. Puis ma mère a appelé. Elle a laissé un message vocal. Sa voix ne semblait ni en colère, ni même déçue. Elle semblait juste fatiguée. Elle a dit qu'elle ne savait pas qui j'étais devenu, que j'avais toujours été le bon, le stable, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais soudainement si froid. Elle a dit que ma sœur traversait une période difficile et que je devais grandir et arrêter d'agir comme si j'étais le seul à avoir jamais été blessé. Elle a qualifié ce qui s'était passé à la baby shower de mauvais moment, un mauvais moment comme s'il s'agissait d'un commentaire maladroit lors d'un dîner et non d'une humiliation publique suivie de harcèlement coordonné. J'ai écouté le message vocal 2 fois. Puis j'ai sauvegardé ça aussi. Quelques jours plus tard, quelqu'un a essayé de se connecter à l'un de mes anciens comptes, mon ancien Netflix, puis mon Amazon, puis un compte de service public que je n'avais pas touché depuis des mois. J'ai reçu des alertes de réinitialisation de mots de passe les unes après les autres. Quelqu'un essayait d'accéder à tout ce sur quoi mon nom figurait. J'ai tout verrouillé à nouveau, j'ai changé tous les mots de passe, j'ai configuré de nouveaux courriels de récupération, j'ai gelé mon crédit, j'ai appelé ma banque au cas où. Ce soir-là, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à trier tous les anciens textos de groupe de la famille. J'ai pris des captures d'écran de tous les messages où j'avais proposé de l'aide, prêté de l'argent, conduit quelqu'un quelque part, réparé quelque chose, donné quelque chose. C'était comme me regarder de loin, le gars qui disait toujours oui. Je ne le reconnaissais plus. Le coup de grâce est arrivé quelques jours plus tard. J'ai été convoqué aux ressources humaines au travail. Ils ont dit qu'ils avaient reçu un courriel anonyme, un long courriel. Il affirmait que j'étais instable, que j'avais des problèmes de colère, que j'avais menacé ma famille, que quelqu'un craignait que j'amène ces problèmes sur le lieu de travail. Il était écrit de manière suffisamment vague pour paraître sérieux. Les RH ont dit qu'ils n'y croyaient pas, mais qu'ils devaient me parler, qu'ils devaient le documenter au cas où. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, mais bien sûr, je m'inquiétais. La réputation est une monnaie, et la mienne venait d'en prendre un coup. Après cela, les gens au travail m'ont regardé différemment. Pas de manière évidente, mais je le sentais. Moins de contacts visuels, des conversations plus courtes, moins d'invitations à déjeuner. Un gars m'a même demandé si tout allait bien à la maison, et je n'arrivais pas à savoir s'il était gentil ou s'il cherchait des ragots. Ce soir-là, je me suis assis dans le noir avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouveau dossier. Je l'ai appelé épreuve. À l'intérieur, j'ai tout sauvegardé. Chaque capture d'écran, chaque message vocal, chaque photo imprimée. Je ne sauvegardais pas ça pour le tribunal. Pas encore. Je le sauvegardais parce que pour la première fois de ma vie, j'ai enfin réalisé quelque chose. Il ne voulait pas seulement que je revienne. Il voulait que je m'agenouille. Alors, j'ai fait la seule chose qu'il n'aurait jamais attendue. J'ai appelé un avocat. J'ai tout exposé, le harcèlement, le vandalisme, les messages, la situation au travail. Je n'ai pas dit que je voulais poursuivre en justice. J'ai dit que je voulais des options. Elle m'a dit que je ne réagissais pas de manière excessive. Que j'avais bien fait de tout documenter. Que si ça s'aggravait, j'avais un dossier. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Parfois, il faut brûler le village pour le reconstruire. Alors, j'ai fait une liste. Et le premier nom dessus n'était pas celui de ma sœur. C'était celui de ma mère. Quand je suis entré à nouveau dans le bureau de l'avocate, je ne posais plus de questions. Je suis venu avec des réponses. J'avais passé les derniers jours à tout passer en revue, les messages des anciens téléphones, les discussions supprimées que j'avais extraites des sauvegardes, même les courriels de ma mère de l'époque où je l'aidais pour ses impôts. L'histoire qu'il construisait à mon sujet, en colère, instable, dangereux, c'était tout un récit, et j'allais le détruire. J'ai dit à l'avocate que je voulais prendre des mesures légales pour me protéger. Je ne voulais pas seulement des ordonnances restrictives. Je voulais une désassociation formelle. J'ai posé des questions sur les moyens de rompre les liens financiers et juridiques. J'avais déjà retiré mon nom du bail, mais je voulais que ce soit officiel de toutes les manières possibles. Plus de contacts d'urgence, plus de comptes communs, plus de liens d'assurance, rien. Elle a hoché la tête et a dit, nous commençons. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Je suis rentré chez moi et il y avait une voiture garée à ma place. Au début, j'ai pensé que c'était un voisin ou un livreur.
Je me suis approché et j'ai frappé à la fenêtre. L'homme à l'intérieur a tourné la tête et a souri comme s'il me connaissait. C'était mon oncle. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Nous n'avons jamais été proches. Il vivait à 2 États de distance et agissait toujours comme s'il était trop occupé pour les réunions de famille, ce qui, avec le recul, en faisait probablement le plus intelligent. Il est sorti de la voiture et m'a tendu une clé USB. Pas d'explication, il a juste dit, tu voudras voir ce qu'il y a dessus. Puis il est remonté et est parti. Je suis resté dans mon appartement pendant 10 minutes à tenir cette chose, me demandant ce qui se passait. Quand je l'ai branché, j'ai trouvé des dizaines de fichiers, des vidéos, des extraits audio, des captures d'écran, des courriels. Il s'avère que mon oncle avait observé tout cela de loin. Il n'aimait pas ce qu'il voyait. Et apparemment, il avait accès à une ancienne conversation de groupe où ma mère et ma sœur se plaignaient de moi. Il avait gardé des traces. Il ne leur faisait pas confiance non plus. Il y avait des messages vocaux de ma mère riant de la façon dont j'étais devenu faible, de la facilité avec laquelle on pouvait me faire des choses. Ma sœur se moquant de la façon dont je me présentais toujours comme un chiot désespéré. Mon père disant que je n'aurais jamais une vraie famille parce que j'étais trop absorbé par celle des autres. Il y avait même un enregistrement d'eux discutant de ce qu'il fallait dire dans le courriel à mon travail, qui, comme il s'est avéré, avait été écrit par le petit ami de ma sœur et envoyé à partir d'un courriel jetable qu'il pensait ne pas pouvoir être retracé. Je suis resté assis là à tout écouter et pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas en colère. J'étais calme parce que maintenant j'avais un moyen de pression. J'ai appelé l'avocate le lendemain et je lui ai dit que j'avais la preuve d'un harcèlement coordonné. Elle m'a dit que cela changeait tout, que nous pouvions porter plainte, que nous pouvions faire des demandes formelles, que je pouvais rendre la chose publique si je le voulais, mais je ne voulais pas faire la une des journaux. Je voulais le contrôle. Alors, j'ai pris une décision froide. J'ai écrit une lettre à chacun d'eux, mes parents, ma sœur, son petit ami. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas supplié. J'ai énoncé les faits. Je leur ai dit ce que j'avais. Je leur ai dit ce qui arriverait s'ils continuaient. J'ai joint un extrait audio à chaque enveloppe. Juste le goût. Puis j'ai terminé la lettre par une phrase que je savais qu'ils comprendraient. Je ne fais plus partie de cette famille. J'ai posté les lettres et j'ai quitté la ville pendant une semaine. J'ai éteint mon téléphone. Pas de courriel, pas de médias sociaux. Quand je suis revenu, il n'y avait pas de message, pas de lettres, pas de colis mystérieux. Mais il y avait un message vocal. C'était ma mère. Sa voix tremblait. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'ils les avaient enregistrés, que tout n'était que du déballage, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin, qu'ils avaient peur maintenant, qu'ils voulaient parler. Je ne l'ai pas rappelé. Je me suis assis à la table de ma cuisine, j'ai relu le message et j'ai réalisé quelque chose. Ils ne voulaient pas que je leur pardonne. Ils voulaient juste que je me taise. Et cette fois, ils n'allaient pas obtenir ce qu'ils voulaient. Je m'attendais à plus de chaos, à plus d'attaques, à plus de tentatives de se faufiler à nouveau dans ma vie par la culpabilité ou la manipulation. Mais après avoir envoyé ces lettres et avoir disparu des écrans, tout s'est arrêté. Personne ne s'est présenté. Personne n'a appelé. Aucun cousin n'a pris contact juste pour prendre des nouvelles. C'était comme si tout le système s'était éteint pendant 2 semaines. Il y avait le silence. Puis j'ai reçu l'invitation. Elle est arrivée dans une enveloppe ordinaire. L'adresse de retour de mes parents. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier plié avec rien d'autre qu'une ligne. Réunion de famille. Dimanche. Pas de drame. Juste parler. Ça m'a presque fait rire. Après tout, ils voulaient une réunion de famille, sans drame, comme s'il s'agissait d'une présentation en salle de réunion et non des retombées d'années passées à être pris pour acquis, manipulés et finalement à subir des représailles pour avoir osé tracer une ligne. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Mais la veille, je me suis assis dans mon appartement et j'ai pensé à ce bébé, mon neveu, un enfant qui n'avait rien choisi de tout ça, qui était élevé par des gens en qui je ne pouvais pas avoir confiance dans une famille qui utilisait la gentillesse comme moyen de pression. Et j'ai réalisé quelque chose. Peut-être qu'il ne s'agissait plus de leur montrer quoi que ce soit. Peut-être qu'il s'agissait de me montrer que je pensais ce que je disais. Alors, je me suis présenté. Dimanche, 16h, chez mes parents. Je me suis garé dans la rue, j'ai remonté l'allée et j'ai sonné. Mon père a ouvert la porte, s'est écarté sans dire un mot.
À l'intérieur, tout le monde était déjà là. Ma mère, ma sœur, son petit ami, même mon oncle, ce qui m'a surpris, mais peut-être que ça n'aurait pas dû. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste hoché la tête quand je suis entré. La tension dans la pièce était palpable, mais personne n'a élevé la voix. Personne n'a joué la victime. Cette fois, ils en savaient plus. Ma mère a essayé la première. A dit qu'ils avaient fait des erreurs. Que les choses avaient dégénéré. Que personne ne s'attendait à ce que ça aille aussi loin. Que les familles se blessent parfois, mais finissent toujours par se retrouver. Mon père n'a pas dit grand-chose, il a juste hoché la tête. Ma sœur m'a à peine regardé. Son petit ami fixait le sol. Puis ils ont demandé ce que je voulais. Je leur ai dit que je n'étais pas là pour leur pardonner. Je n'étais pas là pour les serrer dans mes bras. Je n'étais pas là pour aider avec le bébé ou le loyer ou quoi que ce soit d'autre. Je leur ai dit que je ne leur devais plus rien et que toute relation avec moi à partir de maintenant se ferait selon mes conditions, des conditions qu'ils suivraient ou ils n'entendraient plus jamais parler de moi. Je l'ai exposé comme un contrat. Plus jamais de demande d'argent. Pas de visite surprise, pas de voyage de culpabilité, pas de campagne de chuchotement dans mon dos. Et surtout, le respect, pas seulement quand les choses vont bien, toujours. Ma sœur a essayé de parler. Je l'ai coupée. Vous m'avez brûlé. Et puis vous avez essayé de m'enterrer. Je suis toujours debout. Alors à partir de maintenant, vous me traitez comme quelqu'un qui compte. Ou vous vous écartez de mon chemin. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas protesté. Ils savaient que j'avais tout, les enregistrements, les captures d'écran, la vérité. Quand je me suis levé pour partir, personne n'a suivi. Personne ne m'a supplié de rester. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi avec les vitres baissées, pas parce que c'était un geste symbolique ou quoi que ce soit. Je voulais juste sentir l'air. C'était il y a 6 mois. Depuis, les choses ont été calmes. Personne n'a rien demandé. Personne n'a résisté. Ils m'invitent à des événements familiaux, mais ne s'attendent jamais à un oui. Ils ne parlent plus pour moi. Ils ne déforment pas l'histoire. S'ils parlent de moi dans mon dos maintenant, ils le font avec prudence parce qu'ils savent ce qui se passe s'ils ne le font pas. Maintenant, ils me respectent. Ils me craignent, peut-être un peu. Mais surtout, pour la première fois de ma vie, je me respecte et je ne reviens pas en arrière.